the King of Italy. Voilà, bienvenue chez le Sangiovese, le cépage le plus planté. Alors, avec le Montepulciano, c'est aussi le cépage des vins des marches. Montepulciano majoritaire, Sangiovese, et vous avez les Rosso Conero et les rouges de la région des Marches qu'on a vu pour le Verdicchio. Bon, deux vins en comparaison. Et j'espère que vous ne serez pas trop fatigués par rapport à ça. Donc, Chianti, petit verre, Brunello, grand verre. Voilà, puisque ça, c'est mon mot de la fin. OK. Et OK, nous y sommes. Bon, deux expressions du Sangiovese dues au terroir, mais dues aussi à la sélection clonale. Donc, le Sangiovese est le roi de l'Italie centrale. Le cépage rouge le plus planté en absolu, autorisé de droite ou de gauche partout. Il trouve ses expressions donc, les plus intéressantes en Toscane, dans l'Ombrie, en partie dans les Marches, parce qu'il devient un compagnon du Montepulciano de façon donc, à travailler sur les assemblages, majoritairement de Montepulciano, et il monte jusqu'à la Romagne, donc qu'on a vu pour les Lambrusco, mais nous restons donc plutôt vers la côte, sur des clones différents, que sont donc ceux du Sangiovese di Romagna. C'est un cépage qui aime les terroirs puissants, à fort squelette, calcaire, schiste, pierre. Le côté, on s'amuse au bord de plage avec le sable, c'est pas lui, hein, c'est pas son truc. D'ailleurs, la Toscane a bien compris ça, puisque les vignobles de bord de mer sont ceux, aujourd'hui, des super Toscans, et donc des assemblages Cabernet-Merlot. Mais ça, c'est pour une autre fois. Voilà. Donc pour moi, bah oui, c'est la Toscane, et cette zone centrale de la Toscane, qui est celle donc faite de collines puissantes, de terres extrêmement pierreuses, faites donc soit de calcaire, soit de schiste blanc, sur lesquels, en effet, le Sangiovese doit trimer pour pouvoir s'enraciner, trouver sa place et donner le mieux de soi-même, en sachant que techniquement, c'est ce qu'il est censé faire au mieux. Du Sangiovese, on va donc voir deux aspects, Brunello et Chianti. Ça me va. On va donc voir deux aspects différents, sur deux versions différentes, sur deux appellations différentes. La première est donc Chianti, qui est donc ça. Cet énorme pieuvre que petit à petit, dans le temps, s'est élargi de façon à que chaque commune de Toscane ait la possibilité de faire du vin à base de Sangiovese qui puisse finir en bouteille sous l'étiquette Chianti. Et la zone un tout petit peu rayée ici, ça c'est ce que j'appelle le Chianti classico. La première qui vous a été servie. Normalement dans le petit verre, exact. Chianti classico est la zone originaire du Chianti. Attention, pour ce qui concerne le Chianti, ce n'est pas une sous-dénomination, mais c'est une appellation à part entière. Dès les années 70, Chianti Classico a fait sa guerre, il a déclaré son indépendance et il gère Chianti Classico autant qu'appellation avec un comité d'appellation séparé en prenant ses propres décisions depuis désormais 40 ans. 50 bientôt. Et c'est le seul cas sur lequel un classico n'est pas une sous-dénomination gérée par l'appellation. C'est le seul cas italien sur lequel le classico est une appellation séparée et à part entière, avec donc un cahier des charges, une législation et des décisions qui vont donc totalement dans une façon et se développent de façon complètement indépendante par rapport à Chianti. Chianti est tout un univers historique, puisque l'appellation a eu énormément de changements. Le cahier qui fut n'est plus. Le cahier qui fut plafonné
le Sangiovese à 80%, voire même à 70%, imposer les cépages blancs dans l'assemblage, chose sur laquelle, déjà à la fin des années 70, les vignerons ont commencé à mettre des vétos, à dire niet et à vinifier des 100% Sangiovese en vin de table. Donc, plutôt vino da tavola que plier les chines à un cahier des charges comme celui du Chianti qui ne satisfaisait pas du tout les vignerons. Donc en 93, 15, 16, qui est l'époque de la constitution des IGT italiennes, il y a donc une première grande modification des cahiers des charges pour lesquels le Sangiovese va être passé d'un maximum à un minimum de, avec éventuel ajout d'autres cépages, avec donc élimination possible des cépages blancs, de façon à donner aux vignerons ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils demandaient depuis au moins une grosse décennie, voire plus, 20 ans presque. L'appellation Chianti se divise en énormément de sous-dénominations, et comme vous voyez bien, la première chose qui imaginez immédiatement, c'est par exemple les élevages obligatoires. Pour une bouteille de Chianti tout court, le vin doit reposer 6 mois. Autant que pour un Chianti classico, on est déjà sur des élevages d'au moins 1 an. Donc on commence déjà sur des points de vue complètement différents. La Riserva met à peu près tous d'accord avec 18 mois d'élevage minimal, plus ou moins, et on arrive à grande selezione uniquement pour le Chianti classico, sur lequel vous avez 2 ans et demi, donc 30 mois d'élevage minimum. Sur ça, vous pouvez greffer la nouvelle législation qui est celle des produits d'un vignoble unique, comme vous avez Vigna Arancia, donc c'est une monosélection, c'est ce qu'on appelle une single vineyard, et aussi aujourd'hui un zonage. Bon, je sais, l'acronyme est quand même assez moche, ça s'appelle UGA, UGA, Unité géographique aggiuntiva. Bon, je ne sais pas qui est le marketing, mais UGA, c'est pas très beau, mais bon, peu importe. Heureusement, il ne sera pas écrit sur l'étiquette, mais donc le zonage sur le Chianti classico est acté. Depuis donc les prochaines vendanges, on obtiendra de la grande selezione qui peut être donc zonée, donc avec ces mentions aggiuntives qui vont se rajouter davantage à ces fameuses single vineyards de façon à retrouver exactement l'origine territoriale de la grande selezione que vous êtes en train de déguster. Alors, ça peut être toujours un assemblage, mais en sachant que vous pouvez faire le choix et d'une mono-origine en termes de l'UDI, donc l'UGA, mais aussi le single vineyard. Donc, vigna quelque chose, comme dans notre cas, Vigna Arancia, ça, c'est une parcelle bien précise à Castelnuovo Berardenga. Donc, ça rentrera bientôt peut-être dans les grandes sélections et dans les UGA, si le domaine le souhaite vraiment. À côté de ça, en revanche, toute une autre appellation qui n'a vraiment rien à voir et qui est celle donc, de Brunello. Les vignes se retrouvent tout autour de la ville fortifiée de Montalcino. Le vignoble est minuscule par rapport à celui de Chianti et même en proportion à celui de Chianti classico. Considérez une commune sur 7 qui forme généralement le périmètre du Chianti classico, avec des clones de Sangiovese spécifiques. Et dans ce cas précis, Biondisanti est le père du Brunello moderne. Ferruccio Biondisanti fait 2 choses. 1, fait appel à l'énologie française, donc c'est le premier vin à base de Sangiovese construit comme un grand vin de Bordeaux en termes d'élevage et en termes de vinification. 2, étudie dès 1788 des clones de Sangiovese spécifiques à sa zone de production. Aujourd'hui, Biondisanti a un clone qui est à lui, qui s'appelle BB Biondisanti,
donc Brunello Biondisanti, et donc un clone qui lui appartient intégralement, sur lequel il continue de faire des sélections massales. Donc voici, c'est le père du Brunello. Donc 2 vins à base de Sangiovese, voilà, et 2 interprétations d'un Sangiovese pur et dur. Donc 100% Sangiovese. Donc, ok. À qui? Je crois que c'est Mathéo qui va nous parler du J'ai un truc rouge. C'est pas grave? Ok. Alors du coup, ce vin rouge nous accueille par une robe rouge rubis assez profond, assez dense, avec une intensité moyenne, avec des reflets. On commence à partir un peu sur le sulet, peut-être une note un peu d'évolution. Il y a une belle tension capillaire aussi, assez chatoyante. C'est scintillant, c'est limpide. La robe est vraiment plaisante. Ensuite au nez, on a ces notes de fruits noirs avec des fruits noirs un peu compotés, avec ces notes aussi florales avec la violette, avec l'iris. Et on a aussi ces notes un peu herbacées. Je pense qu'il a besoin un peu d'aération, il se montre tout de même un peu timide au premier nez. Ensuite, après aération, alors moi je compare un peu avec le Nielouch, enfin j'ai plus l'habitude de goûter avec ces notes un peu de garrigue, avec ces notes de romarin, de thym, de marjolaine sauvage un peu. La comparaison n'est pas du tout hors lieu, et c'est même pas une comparaison de sentiments, c'est que le Nielouch est le Sangiovese. Ouais, c'est juste. Okay. C'est exactement le même cépage. Génétiquement, Nielouch et Sangiovese sont la même chose. Et donc toujours avec ces notes florales, ces notes de fruits noirs toujours très concentrés, très juteux. Là au deuxième nez c'est beaucoup plus expressif, c'est vraiment plaisant, c'est appétant. Ensuite on va passer à la mise en bouche. L'attaque elle est assez souple, elle est aérienne et une belle tension. En milieu de bouche, on a toujours cette vivacité, peut-être apportée un peu par des notes d'amertume avec des notes d'orange sanguine un peu plus concentrées. Les tanins ils sont assez patinés, ils sont assez souples, assez onctueux. Et en revanche, on part de loin. Les tanins du Sangiovese sont parmi les plus rustiques du panorama phénolique italien. S'il y a une chose qu'on n'a pas vraiment réussi sur les Sangiovese, c'est d'avoir une base tannique élégante en extraction pelliculaire. Donc, il faut travailler en élevage si on veut vraiment que les vins aient un minima de finesse. C'est pour ça que la recette originaire plafonnait le Sangiovese, parce que c'était beaucoup plus facile de lui mettre plein d'autres cépages améliorateurs de façon à tempérer la rusticité de son profil tannique. Ce n'est pas un cépage élégant dans le sens de la trame tannique. Le Montepulciano l'est 1000 fois plus. D'accord. Mais bon, ça a son charme. Et en fin de bouche, ça coïncide toujours avec le nez que j'ai, toujours ces notes d'iris, toujours ces notes de garrigue. Et ça mousseronne un peu aussi en fin de bouche avec ces notes un peu de champignons frais, d'humus. Et la finale, elle est intéressante, elle est assez longue, 4-5 caudali. Au niveau du temps de garde, je pense qu'il y a encore une belle fraîcheur. Je pense qu'on peut encore le garder 8-10 ans encore, voire même un peu plus.
Et au niveau de la température, je vais servir à 14 degrés, 14-15. C'est dangereux. C'est amer et c'est tannique. Rappelle-toi, acidité, amertume, tanin. Et un tanin pas très gentil. Ok, d'accord. Attention à la température. 14 me paraît peu. Mais... Ok. Et ensuite, au niveau des accords, je sais que vous avez un mets assez traditionnel, c'est la c'est ce cochon qui est cuit sous bois, c'est la porchetta, je crois. La porchetta. Ouais, attention, la porchetta est un cochon de lait farci aux herbes de garrigue et coupé fin comme de la charcuterie. Alors, si vous avez un sangiovese un peu élégant, ça va très bien. Mais le typique de la porchetta, c'est des blancs un peu ruspants, puisque ce n'est pas du tout de Toscane. La porchetta est de Rome. C'est vendu sui castelli romani, dans des guinguettes dans lesquelles on s'arrête, on mange sur le pouce. Généralement, c'est des gros canons de blanc qu'on descend, puisque c'est du cochon de lait. Donc, c'est blanc, c'est rôti, c'est tendre, c'est beurré, parce que les cochons de lait, évidemment, sont hyper délicats, hyper délicieux. Plein d'herbes, sauge et d'autres herbes parfumées, chose qui fait que généralement, c'est panino di porchetta et gros canon de blanc. Ça, c'est le truc traditionnel. En revanche, plus tu montes, plus on a de la viande de bœuf, sur toutes ses formes. On a des bœufs traditionnels de Toscane, qui sont les chianines, et sur lesquels, alors, tu peux travailler, par exemple, en confit, tu peux travailler en longue cuisson, tu peux travailler en... puisqu'on est déjà, et je retrouve ce côté fondant qui fonctionne bien, c'est l'acidité, ce côté un peu astringent aime bien une bouche un peu plus patinée, un peu plus gourmande. Donc, je comprends où tu veux arriver. Mais alors, je préfère les cochons sauvages de bord de mer. Il y a un petit cochon toscan, une race un peu rustique, au poil épais, qu'on traite un peu comme les cochons de Corse, libres, la dernière période de leur vie, de façon à se nourrir de glandes et qu'on mange après rôti. Alors là, oui, là on y est. Là, on est bien dedans. Ok, ça marche. Ça, oui. Et sinon, après, j'avais un autre plat, c'est aussi un plat de chez vous, c'est les saltimocca de canard aussi. Je ne sais pas si ça marche bien avec les... pas mal, ça. Avec les feuilles de sauge et la bresaola. Et puis avec les fregola sarda à côté aussi. Ça me plaît. L'idée me plaît. L'idée me plaît beaucoup. Okay, on peut aller sur des choses même un peu plus gastronomiques en allant chercher des jus, en allant chercher des cuissons un peu plus lentes, du confit. On peut aller chercher des choses assez... de nouveau, un peu sous-bois, un peu tertiaire, un peu automnal, un peu de nouveau légumes, racines, un peu dans ce sens. Ça fonctionne plutôt bien. J'aime ce côté garrigue que tu as déjà noté, qui est plutôt bon, qui est plutôt précis. Okay. On finit, Brunello? Dai. On se fait plaisir pour la fin. Alors, je voulais vous montrer un peu Rancia. Voici la Toscane. Un côté colline, souple, bien élégant. Ça, c'est le vignoble. Voilà. Et voici donc la vision directement des Pildomènes. Et voici le Sangiovese, donc des grappes assez allongées. C'est pas des petits grappes. Et donc, on se déplace ici. Vous voyez comme ces petits Montalcino, ça, c'est le vignoble. Par rapport déjà au Chianti Classico, c'est vraiment minuscule. Montalcino, c'est vraiment une toute petite communauté. Ça fait à peu près 800 hectares. La comparaison entre Montalcino et Pomerol fonctionne en termes de taille. Et voici donc, Montalcino est le centre, disons, de l'appellation, qui est donc en pointe. Il doit contrôler les arrivées tout autour, petite ville fortifiée, je vous le rappelle, dans une période où déjà les petits villages se faisaient la guerre, donc il était absolument indispensable de se défendre. Et du coup, donc, il a une visuelle à 360 degrés sur tous ses parcelles et ses vignobles, qui descendent donc sous 4 quarts, avec à chacun ces petites nuances
nord, centre, sud, est et ouest. Donc, vous pouvez diviser le cadran. Et Tenuta il Greppo se trouve en effet sur le sud de Montalcino. Et donc, voilà, ici, vous voyez. Ça, c'est toute la série de domaines qui donc vont se distribuer vers le Montamiata, vers Grosseto, ça c'est le sud, d'accord? On descend vers la mer, ça on descend vers les montagnes les plus fortes, et là on remonte vers Sienne et vers San Quirico d'Orcia. Donc on commence à voir face au sud, et nous sommes en revanche sur vraiment les coteaux de cette tenuta qui s'appelle Il Greppo, et que donc est vraiment très jolie, avec des vignes donc, qui se situent tout en amphithéâtre, voilà, autour de la maison principale. Voilà, on est entre 370 et 450 mètres. On est sur du Galestro, donc avec une bonne présence d'argile. Et nous sommes donc sur des vignes qui vont de est à nord. Voilà, on remonte un tout petit peu, ça paraît dingue, mais nous sommes quand même en zone tempérée. Donc on recherche un tout petit peu plus de fraîcheur pour le Sangiovese, en étant dans une espèce d'enclave, donc assez protégée. Donc nous avons cet effet cuvette qui se représente sur les vignobles et que donc donne des microclimats. On a 47 hectares d'un seul tenant, tous avec donc ce fameux clone de vignes. La différence entre ce qui va en Rosso di Montalcino, Brunello di Montalcino o Riserva est due à l'âge des vignes. Donc les vignes les plus jeunes, ça veut dire jusqu'à 35 ans, finissent dans le Rosso di Montalcino. Tout ce qui est, disons, en âge intermédiaire finit dans le Brunello, et tout ce qui dépasse les 50 ans, les vignes les plus anciennes, finit dans la Riserva. Donc la sélection se fait de façon bête et méchante par l'âge des vignes. Je dis bête et méchante. Le reste de la propriété, bien évidemment, est ces cultures mixtes entre friches et oliviers, puisque en Toscane, la vigne et les oliviers, c'est une histoire qui n'est pas prête d'être séparée et de s'arrêter. Donc ça, c'est à peu près l'idée. Donc on est sur 2-3 ans en grande tonneau, donc ça reste un Brunello de type disons, traditionnel, donc les foudres de Slavonie. Le reste se fait en bouteille pour compléter les 5 ans obligatoires avant commercialisation. 17, le dernier millésime en vente à l'instant. Donc voilà, c'est pas super facile d'en trouver, mais bon, hop. Donc voici à quoi ressemble Tenuta il Greppo. Voilà, nous sommes là. Ça, c'est le fameux amphithéâtre des vignes. OK. Non. Non, vous avez Brunello di Montalcino, qui est donc le nec plus ultra. Vous pouvez descendre en Rosso di Montalcino, qui est donc l'appellation cascade lorsque vous ne voulez pas respecter les 5 ans avant commercialisation, chose qui a donné une bouchée d'oxygène. La création d'appellations cascade, un peu comme les deuxièmes vins d'un domaine, ont ouvert effectivement des bouchées d'air lorsque vous avez des lots que vous savez très très bien ne pas vouloir garder jusqu'à 5 ans. Ça permet d'aborder Brunello et l'appellation de façon plus économiquement plus facile. C'est un peu le prêt-à-porter, voilà. Et puis, en revanche, vous avez le step Riserva. Déjà, Brunello demande 5 ans, la Riserva en demande que 6. Mais voilà, elle y est. Il y a une autre appellation à côté, 2 en vérité, une qui s'appelle Sant'Antimo et l'autre qui s'appelle Moscadello di Montalcino, qui permettent une petite déviation. Pour le reste, l'IGP Toscane vous permet de faire ce que vous voulez. Donc, sur les territoires de Montalcino, on a eu des Merlots, on a des Cabernet Sauvignon, on a des Chardonnay, on a ce que vous voulez. Les domaines essayent de se différencier un tout petit peu, pas tous, Biondi Santé n'en fait pas par exemple, mais le Brunello impose 100% Sangiovese. Il est impossible de lui apporter n'importe quoi en aide. D'ailleurs, il y avait eu un cas sur des analyses génétiques, on avait découvert que quelques domaines avaient mélangé un tout petit peu de Merlot. Aujourd'hui, avec les ADN, on arrive à tout découvrir. C'était ouverte une énorme table ronde en disant « Devons-nous changer le disciplinaire de Brunello ?» Et fort heureusement, la plupart des vignerons ont voté pour non. Et donc,
Brunello reste obligatoirement 100% Sangiovese. Il n'y a pas de possibilité d'y rajouter quoi que ce soit. Mais vous avez des merveilleux Toscane et IGT dans lesquels vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, il y a terrain de jeu pour s'amuser avec tout autre produit et toute autre fantaisie possible, si le cœur y est. Autrement, Brunello reste vraiment cette appellation, cette espèce de colonne portante du Sangiovese. Sans ça, franchement, on serait perdu, à mon avis. Ah elle est collée parce que nous sommes sur les Chianti Senesi qui touchent. Voilà. Ça, c'est Chianti Colline Senesi qui touchent Montalcino. C'est comme quelle distance entre Saint-Émilion et Pomerol? Une route. Mais oui, mais il y a quand même, au bout d'un moment, un changement d'appellation. Si. Chianti Colline Senesi touche Montalcino, en limite. Chianti sur le côté Montepulciano et entremêlé à Vino Nobile di Montepulciano. Donc Chianti est partout. Chianti est partout, où vous voulez. Partout et nulle part en vérité, si je peux me permettre. Mais hop. Ouais. Yep. Bon. On goûte ça? Alors du coup, pour le Bionde Santi, donc pour la robe, moi j'ai noté qu'elle était plutôt grenat, moyenne à clair, des reflets bruns, reflets aussi un peu cerise vive, une fixation de la matière peut-être un petit peu difficile, je sais pas, ça a l'air vraiment pâle. L'intensité, elle est moyenne à pâle, belle brillance. C'est vraiment limpide et cristallin. Traditionnel, longue macération, élevage en foudre, 5 ans avant d'être mis en commerce. Vous touchez à des vins qui ont déjà... et puis, Sangiovese, c'est pas non plus un très grand champion de matière colorante, c'est pas le Montepulciano. Et les couleurs sont rubis dès le départ. On n'a pas forcément de violet, on l'appelle sanguine Iovis, le sang de Jupiter. Bon, bienvenue chez les vampires. Et l'idée est celle d'avoir des couleurs qui sont rouges dès le départ et pas forcément. Et donc, ça lâche facilement sur des élevages traditionnels. Dès que vous avez des Chianti plus modernes sur lesquels vous avez un peu de Cabernet Sauvignon, un peu de Barrique Neuve, vous avez des Sangiovese plus colorés avec des intensités plus présentes. Mais dès que vous travaillez 100% Sangiovese, la couleur ne doit pas vous surprendre. Pour le premier nez, moi je l'ai trouvé assez timide, un petit peu réducteur. Ce qui m'a appelé, c'est le caractère un petit peu animal, forestier, un petit peu ces arbres forestiers comme le pin, la sève de pin, etc. En l'agitant, je suis parti un peu plus sur du fruit, mais du fruit rôti, la myrtille, de la framboise rôtie ou confiturée. Rôti ou confiturée, vraiment dans un stade d'évolution. On a ce côté un petit peu réglisse, menthe poivrée, mais on n'a pas le côté rafraîchissant de la menthe, mais un petit peu, voilà, cette aromatique médicinale de la menthe poivrée. Ensuite, on retourne un petit peu sur des champignons, sur des arômes de forêt, un petit arôme léger de truffe qui se présente, qui se cache parfois. Voilà. Pour moi, il y a un truc qui est très typiquement Sangiovese, qui est l'écorce d'orange amère, et notamment de Brunello, qui s'amplifie avec l'âge. Et pour moi, c'est vraiment ce côté écorce d'orange amère, cette idée de la marmelade ou la confiture d'orange amère, qui est pour moi un trait distinctif. Ça se retranscrit vraiment pour moi sur de l'écorce, quoi. Ça me fait penser vraiment aux écorces. Ce côté vraiment, oui, l'essentiel. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour ça que je parle d'orange amère, parce que j'ai toujours cette sensation un peu plus. Pour la bouche. Il est plaisant, l'attaque est fraîche. On part sur du fruit.
le corps est modéré. On n'est pas sur un vin très sphérique. On a de la matière, mais ça reste assez moyen au niveau de la matière. On retrouve un peu ces arômes tertiaires, toujours du champignon, de la truffe, le côté animal. D'un point de vue structural, on a quand même une structure toujours tannique un petit peu abrupte, qui appelle à manger. Un côté aussi sanguin, ferreux, que moi j'ai. Une finale astringente, donc un peu liée au tanin, etc. Pour les accords, moi j'irais volontiers sur vraiment une viande concentrée, un bœuf de Galice maturé longuement, 200 jours, pour vraiment concentrer quelque chose, avoir quelque chose d'assez pur. Pour aller chercher vraiment de la complexité, de la finesse et plus enhancer son côté aérien, peut-être un bœuf wagyu, et accompagné d'une touche gourmande comme une figue rôtie. Ça peut être dangereux avec le côté caramélisé de la figue rôtie, mais j'aimerais bien le tenter pour aller vraiment chercher du risque. Un Saint-Pierre, moi c'est toujours un poisson, le Saint-Pierre, qui me paraissait toujours rustique. Quand je sentais, il avait une odeur forte. Et pour le lier, j'aurais pensé à une réduction d'eau de tomate, une tomate hivernale. Attention à la tomate, hein. La tomate est dangereuse sur les vins un peu évolués, c'est quand même assez dangereuse. J'aurais plutôt fait une réduction vin à ce point. La tomate étant quand même dangereuse, les acidités sont fortes. Vous ramenez tout dans un côté frais, fruité. C'est bien si vous avez des choses jeunes sur des vins qui commencent à être un peu plus évolués. On va un tout petit peu lui mettre du bâton dans les rues qui est un peu complexe. Souvenez-vous que vous avez le poisson qui est déjà là, qui est déjà un tout petit peu présent. Donc ouais, moi, je ne suis pas contre. C'est des vins, surtout si vous prenez des millésimes légèrement plus matures, qui ont une trame tannique qui commence un peu à se défaire, qui devient velours grossier, mais velours. Et vous avez plutôt envie de suivre le mouvement plutôt que de casser avec cette histoire des tomates dont l'acidité est vraiment forte. Donc, je ne sais pas. C'était plutôt dans l'idée de servir de base une réduction de tomates. Moi, dans mon ancien restaurant, il faisait ça et il a lié un vin rouge. Donc c'était vraiment réenrichi au vin rouge. Ça me va, pas de problème. C'était pas vraiment dans la fraîcheur. Pas de problème. Alors là, on y est pour vraiment aller sur le lien. Là, on y est tranquillement. Voilà, mais du coup, on peut aussi aller, par exemple, faire un accord terre et mer et aller sur un jus de viande pour accompagner le Saint-Pierre. Moi, j'ai pensé aussi... J'ai pensé aussi à des mets plus simples, pour faire une comparaison avec un peu ce qu'on pourrait... bon, c'est un vin qui appelle à des mets complexes, mais je les ai déjà donnés. Mais pour aller sur quelque chose de plus simple et ouvrir la palette, juste un ragoût de sanglier ou aller chercher des bêtes qu'on n'a pas souvent l'occasion de manger, comme le civet aussi. Travailler en ragoût avec la sauce, ça peut être, je pense, intéressant. Il y a de la puissance, il y a un aromatique tertiaire qui pourrait créer une émulsion. Ah bah oui, en plus on est de saison. Et voilà, et puis après pour la capacité de garde, on parle de décennies, peut-être 10 ans, 15 ans, aller chercher... 20, 30, ouais. Ça dépend après. Quand je dis 20 ou 30, c'est que le vin les porte bien, ça veut dire le vin les porte. Après, à vous de choisir si les tertiaires qu'un vin de 30 ans va développer vont toujours être d'actualité ou vont vous plaire. Quand on vous donne un potentiel de garde, ce n'est pas en vous disant le vin restera exactement ce qu'il est. Les vins évoluent. Je ne suis plus celle que j'étais il y a 30 ans. Ça, il faut s'y faire, malheureusement. C'est pareil pour les vins. Donc, mais est-ce que j'ai une valeur à ajouter à ma cuisine, à mon plat? Peut-être oui, peut-être pas. Donc, quand on parle de potentiel de garde, c'est est-ce qu'il y a toujours de l'intérêt à garder? Est-ce qu'il y a toujours quelque chose dans le vin qui justifie le fait que je l'ai gardé? Ce n'est pas dit que vous rencontriez le plaisir de tous sur un Brunello qui a 40 ans. De boire, ça se boit. Hein. Il sera vivant, il est là. Après, évidemment, il sera complètement tertiaire. Donc, à voir ce que cette chose va donner plus en là. C'est pour ça que je dis, ce n'est plus à la mode, l'idée de garder autant. Et c'est pour ça qu'on a des vins qui sont assez abordables dès leur sortie sur le marché, puisque c'est ce que le public cherche. C'est pour ça qu'on arrive à ouvrir des 17 et à les boire.
il y a 15 ans, si vous aviez fait un exercice de ce type, le vin, vous aurez pratiquement craché à la gueule. Parce que ce n'était pas prévu que ça soit fait en ça. Donc on change complètement. Est-ce que ces vins évolueront de la même façon? Mais même ceux qui étaient vinifiés durs, 30 ans après, sont tertiaires et lâches. Donc moi, je ne suis pas contre l'interprétation moderne de la vinification. Donc à voir ce qu'on cherche. Une palette assez large pour aller chercher soit du vieillissement ou pas. Ouais. Et pour la température de... Ben, ça me fait penser, si on va chercher vraiment sur de l'évolution, à quelque chose comme ça, on peut vraiment faire un plat autour de la truffe. Parce que la finesse, la structure va s'atténuer. On peut aller chercher des mets un peu plus... vieux, ça devient un vin, à la truffe, un vin pour la truffe blanche, voilà. Ça devient certainement un vin à la truffe noire, donc cuisiné avec la truffe noire. Ça fait partie de ces vins dont les tertiaires sont intéressants. Et sur un Brunello qui a une vingtaine d'années, on est à l'apogée, on est sur cette cime sur laquelle on a encore ce qui était sa jeunesse et on est en début de maturité, donc c'est les moments clés sur lesquels ça plaît à tout le monde. Vous avez une question? Non, mais je voulais dire, je voulais proposer un ossobuco à la milanaise. On m'a dit que la tomate, c'était... Alors, l'ossobuco à la milanaise, désolé de vous décevoir, est fait au safran et à la moelle. Donc, si vous mettez de la tomate... Non, dans la recette traditionnelle, l'ossobuco à la milanaise est jaune. Quand vous mettez de la tomate, c'est une version... Juste pour terminer la température. C'est un peu comme les carbonara avec la crème fraîche. Ça dépend. D'autres remarques? Non, parce que je trouve que c'est des très grands plats blancs. Bon, le budget explose. C'est comme la blanquette de veau. La blanquette de veau, c'est un sublime plat à blanc. Sauf qu'il faut casser la tirelire. Et là, encore davantage aujourd'hui, puisqu'il faut aller sur les grands crus, il faut aller sur les collines, hein, sur le Mont Chauve. Donc, le Mont Chauve vous rend les poches trouées rapidement. Mais faites-vous une vraie blanquette avec une bouteille de Montrachet. Cassez ces tirelires une fois dans votre vie et vous verrez le résultat. Vous ne mangerez plus jamais de blanquette avec les rouges. Plus jamais. Mais vous regretterez d'avoir fait l'expérience, puisqu'après, le budget est ce qu'il est. Vini, toi, tes pains et vin. Hein? Tu penseras à ça. Hein? Tu fais quoi en plat? Blanquette de veau. J'ai dentiste. OK, bon. Assez saoulé? Ouais. Bon, OK. Donc ça, c'est mon Sangiovese à moi, donc sur le clone Biondi Santi. Voici. Et sur cette jolie photo. Voilà. Hein? Je vous remercie. Un grand merci à M. Antonacci de nous permettre d'avoir, vous avez eu, c'est un vrai privilège quand même d'avoir une super conférence comme ça, quand même sur 2 matinées. Merci pour les livrets qui sont vraiment d'excellente qualité, complets, et comme vous disiez, toujours complétés d'année en année. Donc merci à vous. De mois en mois. Merci Madame Mazzara pour merci. Vraiment, cette passion que vous faites passer pour les vins italiens et puis en expertise. Hein, et donc voilà, on a nos jeunes, j'espère, futurs prescripteurs ici, hein, des vins italiens. Oh. Consommateur d'abord et puis prescripteur par la suite, si bonheur il y a évidemment.